La dernière fois avec Yosef, on a vu l'évolution considérable de, de Yosef qui, dans une logique individuelle de Bishvili Nivra Olam, que le monde, que tout se ramène à lui-même, au point que dans sa logique, il peut entendre comme quelque chose de normal que Avdecha Avinu, que son père s'appelle son Eved, ce que j'avais bien dit, je pense pas qu'on attend de Yosef une réaction d'empêcher que les frères de dire Avdecha Avinu, c'est pas de ça qu'il doit s'agir, parce qu'il ne s'agit pas, s'il y a une telle mise en scène et Yosef a une telle raison de ne pas se révéler, certainement il ne doit pas on ne lui demande pas de se révéler pour ne pas supporter le fait qu'on appelle son père Avdecha Avinu, mais que c'est dans la logique de l'individu que le monde tourne autour de lui, qu'incarne Yosef. C'est dans cette logique-là qu'il peut entendre ça sans que ça le fasse frémir, parce que c'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai que le monde est créé jusqu'à moi. Moi, je suis centré autour de moi. Ma perception du monde, c'est ça qui est au centre de mon monde. Et ça veut dire que tout ce qui est par le passé et dans le présent, au moins, se tourne autour de moi. N'est-ce pas? Et on a vu que Yosef a évolué d'une façon très considérable quand il est arrivé en Égypte. Yosef Urad Mitzrayma, dans l'échec du dialogue avec les frères, il est descendu comme peut-être pour être comme des soins sur sa façon d'être, de croire que ce qu'il a besoin c'est que le monde tourne autour de lui. Et là son discours va complètement changer et il dira mais moi je suis là que pour vous. Et comme ça on peut comprendre le passage d'un personnage qui est décrit au départ comme complètement soigneux de sa personne, c'est un Meller, quelqu'un qui finit par avoir totalement la notion que sans le klal il est rien, et il s'appelle Atzamot Mechayav. On va poursuivre en prenant le problème de Yosef et ses frères à partir de Yaakov. La Gemara dans Shabbat Yud Amud Bet, Amar Rava bar Machassia, Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav Lolam al Yeshane Adam beno bein abanim, shebishvil mishkal shne staim milet, shenatan Yaakov le Yosef yoter mishar banav, nitkanu bo echav, venitgalgel adavar, veyardu avotenu le Mitzrayim. On rapporte au nom de Rav que cette phrase bien connue, l'olam al yeshane adam beno bein abanim, un homme ne doit pas favoriser un enfant parmi les autres, le faire changer par rapport aux autres, lui donner un traitement différent par rapport aux autres, car pour une broutille, c'est-à-dire 2 slaïm de dentelle supplémentaires qui étaient qu'il a attaché à la ktonet passim, qu'il a donné à Yosef, que Yaakov a donné à Yosef, de plus que les autres, ils ont été jaloux de lui, et Nidgalgel Adavar Viardou a voté le Mitzrayim, cette chose il a entraîné qu'on descende en Égypte. Oui, voilà. Alors, ce texte, bien connu, en vérité, pose un gros problème, à mon avis. Parce que il est disons que les parents qui sont doués de la moindre intuition sur la façon d'éduquer leurs enfants, et que ça soit qu'ils soient juifs ou non juifs, n'ont pas besoin de faire des grandes études pour, s'ils sont un peu attentifs, savoir qu'un traitement de faveur envers l'un va créer des tiraillements. On n'a quand même pas besoin de raconter un Yaakov qui a élevé je ne sais pas combien d'enfants, qui est un tzaddik, un chacham et tout ce qu'on veut. On n'a quand même pas besoin de lui faire la morale et lui dire Al Yeshane Adam ben Manav. C'est ridicule d'imaginer qu'une leçon aussi élémentaire que cela, et qui est la portée de Laurence Pernou, je ne sais pas, j'ai jamais lu Laurence Pernou, ou Spock, je ne sais pas ce que c'est le livre, on attend un enfant, tout se joue avant 18 mois, hein, c'est cela, non?
c'est ce qui sévissait à notre époque, mais bon, j'ai jamais ouvert une ligne de ces livres, mais j'imagine que n'importe lequel de ces ouvrages met bien en garde, attention, les enfants sont très sensibles, très touchés, quand on commence à favoriser l'un par rapport à l'autre, enfin bon sang, on a l'impression que la Gemara, elle s'adresse à Yaakov en lui disant, tu sais, fais attention la prochaine fois, quoi. Ouais. De plus, ce qui me dérange un petit peu, c'est que il peut arriver que on profite d'une histoire pour mettre en relief un Mahamar Chazal. Par exemple, le fait que Kol HaMevi Davar Shemo Omro Mevi Geoula Laolam, n'est-ce pas? Alors on va dire que, étant donné que Esther a rapporté la dénonciation du complot au nom de Mordechai, eh bien on a vu que finalement c'est ça ce qui a été Mevi Geoula. Alors pour dire à un Mahamar Chazal une phrase pareille, que la Geoula c'est finalement ramener les choses à leur origine, ne pas s'attribuer, ne pas détourner des choses à son propre profit, pour dire une chose de ce genre-là, n'est-ce pas? Alors que ces porteurs de Geoula, c'est pas étonnant, un jour c'est quelque chose de tellement vrai qu'on peut avoir rencontré dans l'histoire un moment où cette vérité a été, elle a vraiment Mevi Geoula, mais c'est parce que c'est la vérité de la proposition qui s'appelle Kol HaOmer Davar Mishem Omro, celui qui rapporte quelque chose au nom de son auteur, c'est quelque chose qui est porteur de Geoula, oui, la signification de ce que ça veut dire, oui, va faire qu'il y aura un exemple historique de la chose. Mais c'est la vérité de la chose qui va... Bon, alors nous, on va faire le travail contraire. On relève, où les Chachamim vont profiter de cette Geoula qui vient de Esther parce qu'elle a rapporté au nom de Mordechai pour nous donner la leçon. Mais est-ce que pour nous dire qu'il ne faut pas favoriser un enfant parmi les autres, on a besoin de sortir l'artillerie lourde et de dire, parce qu'ils sont descendus en Égypte à cause de cela, c'est presque en faire trop pour dire une phrase finalement qui peut se comprendre. Est-ce qu'on a besoin de donner des exemples? La leçon en elle-même est tellement évidente qu'on n'a pas besoin de dramatiser la chose. Ouais. La Gemara, elle en fait beaucoup. Elle en fait beaucoup. Il y a aussi le Zohar, il en fait encore plus. V'Israël a avec Yosef Mikol Banav. Israël préférait Yosef parmi tous ses enfants. Qui ben Zukuni Moulo, car c'est un fils de sa vieillesse. Vincent l'obtenait de Passim, et il lui a fait une tunique avec, je ne sais pas quoi, rayée. Amarabi Lazar Baouré, Shakadosh Bukhu Bishvil Ha'ava, Shehuev li Israël, Veikriva Melav, Kol Sharam Amim, Ovde Akum, Sonim Laim Israël. Viens voir, dit Rabbi Elazar, qu'Akadosh Baruch Hu, à cause de l'affection qu'il a montrée envers Israël et les a rapprochés de lui, ça fait que toutes les nations idolâtres les haïssent Israël. Les fiches Ruchakim Israël Mekuravim, parce qu'eux ils sont tenus à distance alors qu'Israël est rapproché. Au Boré, Bishvel Ahava, Shav Yaakov li Yosef Yoter Mechav. Et regarde qu'à cause de cette préférence marquée de Yaakov envers Yosef, Afalpi Shekulam Ayulo Achim. Les autres aussi, c'était des frères, donc il a sorti du rang. Maktiv, Vaitnaklu Otolamito, ils sont prêts à le tuer. On aurait pu s'arrêter là. C'est largement suffisant, largement. Pas besoin de descendre en Égypte. Kol Sheken Amim Ovde Kochabim l'Israël, encore plus en ce qui concerne les nations envers Israël. On va presque faire reproche à Akadosh Baruch Hu d'avoir choisi les Juifs parce que c'est la cause d'une haine mortelle des nations. Bo'ur'e, Kama Garmalo Ota Ahava She'avlo Yoter. Viens voir combien cet amour que son père avait pour lui en plus des autres, qu'est-ce que ça a amené? Chez Garamlo, chez Iglam et Aviv.
ça a amené que Yosef a été exilé. Vegila Aviv Imo, son père également. Vegaram le Kulam Galut, et ça a exilé toutes les tribus. Vegam la Shrina, Shigleta Benehem, et la Shrina aussi, qui a été exilé parmi eux. Voilà. J'arrête là le Zohar. Alors, ça, vraiment, le Zohar, il a. Qu'est-ce qu'il en met? De dire que cette préférence a fait que les frères ont été prêts à le tuer, encore, bon, d'accord, on n'en a pas, on n'en fait pas, on regarde juste le texte et on se contente du texte sans en rajouter. De faire comme la Gemara d'aller chercher qui sont descendus en Égypte, c'est grave, parce que c'est grave. On n'est pas en train de remettre à Shalom les Chachamim le moins du monde en question, mais on est attentif à ce qu'ils disent. Mais c'est un peu étonnant au moins que les Chachamim vont chercher là-dedans la cause de la descente en Égypte. Mais alors le Zohar, il nous met vraiment, il met la totale. Cet amour qui a été, cette préférence qui a été marquée, elle a été la cause de ce que Yaakov est exilé, de ce que Yosef est exilé, de ce que les frères y sont exilés, de ce que la Shrina est exilée, à cause de cette préférence. Oui, c'est quand même en faire un peu beaucoup pour quelque chose qui est quand même assez élémentaire. Et Yaakov, lui, c'est le seul qui ne connaît pas la leçon, quoi. Tout le monde autour de lui sait, nous savons tout, c'est pas parce qu'on est religieux qu'on le sait. Tout le monde sait qu'il ne faut pas favoriser. Bon, alors c'est ça ce que je veux interroger au départ. En vérité, je crois que dans l'éducation, il y a deux principes qui peuvent être contradictoires et qui sont essentiels. Il y a le chinour, et vous avez plusieurs rachis qui le disent, c'est d'amener un objet ou une personne à assumer le rôle qui est le sien. C'est amener quelque chose à... dans Rachi, il met en vieux français quelque chose que je ne sais pas comment vous l'avez lu. Comment que tu lis ça, Guillaume? C'est lequel? Celui qui dit étraîner, entraîner, je pense que c'est étraîner. Le mot le plus... J'ai pensé un certain temps que c'était entraîner. Je pense que étraîner est le terme qui est plus juste. Étraîner, ça veut dire... Pour commencer. Pour commencer, voilà, prendre pour la première fois. Et je pense que c'est ça qu'il s'agit dans le chinour, c'est d'amener un objet, Chanoukat HaMizbeach, c'est amener le Mizbeach à pouvoir jouer le rôle qui est le sien. Oui, ça veut dire c'est le lancement du produit. Le chinour d'un enfant, c'est amener l'enfant à être suffisamment construit pour arriver à jouer le rôle qui est le sien. N'est-ce pas? Ça, c'est un principe qui est essentiel. Et c'est un devoir de tout parent d'avoir un souci, non pas global, mais un souci particulier pour chacun de ses enfants, de connaître l'enfant, de voir quelles sont ses forces, ses déficiences, ses lignes de force, ses déficiences, et d'arriver à exploiter cela et de lui donner le cadre dans lequel Chanor le Nar Alpi Darko, c'est bien connu tout cela. Ouais, comme il dit le Gaon, il dit il faut enseigner à l'enfant le Fidarko d'après ce qu'il est, Gam ki yaskin lo yasur mimno, de sorte à ce que quand il sera plus âgé, il ne s'en éloignera pas. Je crois que le Gaon, il dit ça comme ça, il dit que enseigne à l'enfant d'après ce qu'il est, parce que tu peux obtenir par la terreur des parents ou par l'étouffement des parents, ils peuvent obtenir que l'enfant, il se tienne à carreau et il soit un singe bien dressé. Tu peux l'obtenir. Mais le jour où cette crainte disparaît, où les parents ne sont pas là, tu n'as rien obtenu. Le problème, c'est d'obtenir Gam ki yaskin lo yasur mimeno, que l'enfant laissé à lui-même, soit capable de se prendre en charge. D'accord? Donc, le fidarko, il faut être sensible au fidarko de l'enfant. Ça, c'est un principe. Il y a un deuxième principe qui est essentiel, qui est d'enseigner des valeurs de la famille ou du groupe dans lequel l'enfant doit s'insérer. Le but n'est pas, quand on a plusieurs enfants,
de les faire réaliser tous seulement ce problème individuel de chacun, mais de leur apprendre quelque chose de totalement essentiel, c'est le fait de s'insérer dans une dimension. Oui, ce qui n'est pas de leur donner l'idée qu'on n'a pas un problème seulement de se réaliser. Le but c'est pas de se réaliser, mais de se réaliser dans un cadre. Ce que Yosef d'ailleurs a énormément avancé là-dedans, hein, quand il est parti en Égypte. Voilà. Alors, et souvent, ces exigences sont contradictoires. Parce que, je veux dire, il y a un enfant qui est doué, je sais pas moi, pour le piano. Oui, alors, un piano c'est très cher. Et l'autre, je sais pas, il s'éclate dans le sport. Et un, c'est un littéraire. Alors, acheter une carte à Mliss, surtout si vous êtes sur Villeurbanne, c'est pas très cher. Une tenue de sport, bon, on peut... Un piano c'est cher, oui. Mais une seconde, mais quand même, là, il a des dons musicaux évidents, il faut lui acheter un instrument de musique, c'est très cher. Ou l'autre, il a... Oui, c'est... Alors, ça crée des déséquilibres, parce que, de toute façon, on va investir beaucoup plus, ou bien, un enfant exige plus d'attention que d'autres. Il y a des enfants qui poussent tout seuls. Il y a des enfants qui... tout seuls, enfin, c'est une façon de parler, mais enfin, à la limite. Et il y en a qui exigent un soin suivi, un suivi énorme. Donc, on va ici agir pour l'un, c'est au détriment de l'union et de la constitution d'une famille. Il faut constituer une fratrie et on n'arrive pas parce qu'il y a des... Les enfants vont regarder qu'est-ce qu'on consacre comme temps, comme argent, comme énergie à l'un ou l'autre, et ils n'ont pas l'intelligence et le discernement de comprendre. Donc les parents doivent arriver à jongler là-dedans entre ces deux impératifs. D'une part, l'obligation de faire en sorte que l'enfant trouve sa voie, oui, et deuxièmement, mais qu'il y a quelque chose qui se construit, quelque chose de collectif, il s'inscrit dans un ensemble, et sa place sera à trouver à l'intérieur de cet ensemble. Il ne faut pas faire des individualités des enfants. C'est quelque chose de très grave. Bon. Alors, et comme ces principes sont souvent contradictoires, la Gemara viendrait nous dire l'olam al yeshane adam ben banav. Ça veut dire qu'une chose, si ce que tu es en train de faire risque d'être mal entendu, alors, comme ça j'entends l'intérêt de cet enseignement, c'est pas pour nous dire il faut donner à tout le monde la même chose, c'est ridicule. C'est pas une éducation de donner à tout le monde la même chose. Il faut pas, c'est pas vrai. Mais quand il y aurait l'un qui serait au détriment de l'autre, privilégie le Al-Yeshane. C'est pas ce que Yaakov a fait. Pourquoi Yaakov il n'a pas fait? D'accord? Pourquoi Yaakov n'a pas eu? Le problème, il est ça, ce que je dis, Yaakov il est certainement assez intelligent pour avoir pensé 10 fois mieux que ça. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que il y a chez Yaakov, par rapport au Havot, il y a je dirais, un double chapeau. Il porte un double chapeau, Yaakov. Il est d'une part la continuation des Havot, c'est un Hav par rapport aux autres, c'est-à-dire une individualité qui contient en germe toute la suite, c'est un Hav, et donc il prend la suite, et grâce à Abraham et Yitzhak, il va encore pousser les choses plus loin. Et il y a le problème qu'il a en plus d'Abraham et Yitzhak, il a un problème essentiel qui est Mitato Shlema, c'est-à-dire c'est lui, il est porteur d'avenir. Il est en charge d'être des Bnei Israël. Il met au monde le premier klal. C'est donc à la fois quelqu'un qui est un prat, un individu, enfin un individu dans le sens d'un individu qui contient évidemment énormément de choses en germe, mais en même temps aussi celui qui a un rôle d'assurer la suite.
Et la suite de Yaakov, c'est construire un clan Israël. Et ça, c'est une préoccupation qui est énorme. Ça, c'est la grosse préoccupation. Vous voyez, par exemple, quand le malach de Esav, le Sarochel Esav, va lutter contre Yaakov, va dire qu'il il était impuissant contre lui. Alors, il a touché à la reproduction. C'est-à-dire, on voit, Yaakov lui-même, comme personnage, est un personnage accompli, parfait, pour assumer le rôle qu'il a. Là où la faiblesse qu'il a, c'est qu'il ne peut pas gérer à la place, il ne peut pas vivre à la place de ses enfants. Un père doit transmettre, les enfants ont le devoir, le droit et le devoir à la vie et à se réaliser. Donc, ça, je peux essayer de faire du mieux possible pour amener à, mais je ne peux pas vivre à la place des autres. Donc c'est ça, le point faible, c'est les Bnei Israël, dans Yaakov. Vous voyez par exemple, quand Yaakov va il ramasse des pierres. Alors, il ramasse des pierres quand il part de Beersheba, il va chez Haran. Alors il va ramasser des pierres. Alors il y a 3 opinions. Combien de pierres il a? Bon, une c'est 12 pierres. Et son test c'est de voir est-ce que 12 pierres ça va en former une. C'est le problème de ça. Le problème de sa vie c'est d'avoir un klal. Bon, il y avait énormément de Mamar et Chazal en vérité d'une façon ou d'une autre où Yaakov a ce problème de jusqu'au bout, et Asfou, Vagilachem, et Kapsou, etc. Son problème d'unité du peuple et tout ça. Sauf que le problème essentiel qu'il a là-dedans, la difficulté énorme qu'il y a là-dedans, c'est la suivante. C'est Yosef. C'est Yosef. C'est-à-dire, vous enlevez Yosef, tout baigne. Yosef, c'est l'empêcheur de ronronner, de tourner en rond, que ça tourne bien. Yosef, c'est l'empêcheur que ça tourne bien. C'est les frères, ça marche, ça baigne, il n'y a pas de tension entre les frères, ils reconnaissent Juda comme le roi, ils se débrouillent entre eux, chacun à sa place, il n'y a rien, aucun problème à ce qu'ils soient unis. Yosef est insupportable. C'est le fils de la femme préférée, c'est le préféré du père, c'est celui qui profite de l'enseignement du père, c'est celui qui est le plus doué. Nezir Echav, la couronne des frères, hein? Le plus beau puisqu'il ressemble à son père. Oui, il a tout. Yosef a tout. Mais il a tout, mais il vient d'ailleurs, quoi. Il vient du côté de Rachel. Et c'est ça, la pierre d'achoppement, si vous voulez. C'est ce qui empêche qu'on se constitue en famille. Et ce qui est l'intérêt de la construction du clan d'Israël. C'est ça qui est important de voir là-dessus. Hine achecha roim bishrem. Yaakov va charger Yosef de mission. Voici que tes frères font paître à Shrem. Moi je dis ça un peu autrement. Voici que tes frères, roim dans le sens reacha vereacha bicha, ils sont amis, ils sont complices, ils sont ensemble à Shrem. Les frères sont en vérité bien ensemble, oui, contre l'arabe. Ah, on est attaqué par les arabes, là ça c'est l'union sacrée. Alors tout à coup, il n'y a plus d'Ashkenaz Farad, il n'y a plus de problème, aucun problème, il n'y a plus rien. Les froum, les pas froum, les moins froum, les trucs, les machins, d'où ce que tu viens. Ah, l'union sacrée, on est copains à Shrem, Rohim Bishrem. Il faut voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette mission-là. J'ai posé la question, je crois que je vous l'ai dite. Comment est-ce que quelqu'un peut être sot au point d'aller demander à un fils qui est plus jeune que les autres, qui est seul, d'aller se renseigner comment est-ce que les autres y vont. Ils sont à 10 gaillards. Il y a 10 gaillards qui sont ensemble, qui sont tous costauds, qui n'ont pas de problème, Baruch Hashem, ça va très bien, qui sont capables de zigouiller n'importe quel ennemi, n'est-ce pas? Ils ont besoin de personne. Pour ça, ils peuvent aller tuer l'Égypte, hein, la capitale. Il n'y a pas de problème entre eux. Et tu envoies un malheureux individu
pour savoir si ça va bien. Non mais enfin, il faut pas avoir la tête sur les épaules pour poser une question pareille. Tu mets quelqu'un en danger pour savoir une chose que tu... Mais c'est pas parce qu'en vérité, en dessous de ce qui semble le texte gentiment raconté, voilà tes frères ils sont à Shrem, va voir si ça va bien et tu me rapportes comment ça va. En vérité, Yosef est chargé de mission. Yosef est chargé de mission et c'est très magnifique cette histoire. Hein. Alors, juste avant, quand Yosef a raconté les rêves, Vaïgar Bo Aviv, son père, il a réprimandé. Vous voyez, Vaïgar Bo, Vaviv Shamar et Adavar. Mais il a attendu la réalisation, il savait très bien que ça sera comme ça. Il savait que c'était un rêve prophétique, on n'a pas affaire avec des... Oui, il le sait très bien. Mais il a réprimandé. Pourquoi il a réprimandé? Il dit, mais tu es en train d'allumer, de créer de la haine envers toi. Et d'ailleurs, les frères ne cachaient pas, comme Rachid dit, tu vois qu'en vérité que les frères, tu apprends le bien de eux, qu'ils ne sont pas Echad Bepé et Echad Belev. Ils ne sont pas en train de déguiser leurs sentiments envers Yosef, ils ne peuvent pas supporter Yosef, et ils le font savoir. Donc, Yaakov sait très bien que Yosef est haï par les frères. Il le sait très bien. Bon. Alors, il est fou. Je veux dire, il est... Bon. Vayomer Israël et Yosef. Alors, Vayomer Israël et Yosef. Bon, c'est déjà bien qu'Israël, c'est... Quand il se passe quelque chose, des enjeux historiques, c'est Israël. Hein. Alors, Vayomer Israël et Yosef. Halo achecha roim bishrem. Tes frères font paître à Shrem. Je traduis. Tes frères ne sont amis qu'à Shrem. Hein, là où il y avait Dina qui s'est fait violer. Le chav et shachacha alehem. Viens que je t'envoie chez eux. Vayomer lo hineni. Il dit, je suis prêt. Hineni, lachon anava uzrizut, nizdarez le mitzvat aviv, afalpi shaya yodea, be'echav shisoninoto. C'est rien de le dire que Yosef c'est un tzaddik. Yosef est en train de risquer sa vie dans cette mission. Yosef il sait, et il répond, je suis là pour ça. Yosef accepte cette mission de folie, de voir ce... Vayomerlo, lechna, s'il te plaît. Re'et shalom achecha ve'et shalom atzon. Il me semble, ça m'a frappé, que vous pouvez entendre ça comme un parallèle à la Akedat Yitzhak. Oui, le même na qui est na et la lachon bakasha, cette même bakasha, il est en train de lui demander de se sacrifier. Il est en train de risquer sa vie. Yaakov sait qu'il risque la vie de Yosef en l'envoyant. S'il te plaît, va voir et shlom achecha, et shlom atzon. Qu'est-ce que ça veut dire et shlom achecha? C'est pas de voir est-ce que papa maman, est-ce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils avaient assez dans le truc, tu n'as pas besoin de se soucier d'eux. Non. Yaakov charge Yosef de mission, comme quoi il doit régler le problème avec ses frères et construire, c'est ce que je dis, le clan Israël, c'est la responsabilité de Yosef. Yosef est l'élément perturbateur, celui qui met en danger toute la famille, parce qu'il ne correspond pas aux critères des autres, parce qu'il n'est pas toujours très adroit, je dirais c'est ça ce qu'on avait dit la dernière fois, sa maladresse de Yosef, c'est simplement sa grandeur, ça veut dire de voir les choses à un tel niveau, avec un tel manque de calcul, que c'est Maaseh Naharut, c'est de... Mais attends, mais le contexte, mais fais attention, mais ramène les choses au... Il n'est pas capable de ça, il est trop entier, il est trop pur, il est trop sans calcul. C'est l'homme, je vous dis, une fois il a fait un calcul, et c'était le calcul qui a coûté 2 ans de prison. Hein. Alors, donc, il lui demande un langage d'Akeda. Va s'il te plaît voir comment la santé, t'enquérir de la santé, mais c'est pas va achiver ni davar, et ça tu me répondras. Ça veut dire que ici, il y a toute la suite de l'histoire est en train de se jouer là. Yosef est chargé de mission
de réaliser la paix entre lui et ses frères. Oui. Le Shlach Kadosh, il fait remarquer quelque chose de magnifique. Il dit comme ça. Comment est-ce que c'est le pasouk? Quand les frères se présentent à Yosef en Égypte, il dit Kulanu bnei ish echad nachnu. Shnei achim avadecha, shnei masar avadecha achim anachnu. Le Shlach, il fait remarquer la chose suivante. Nous sommes, Kulanu, nous tous, bnei ish echad nachnu. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Tes serviteurs sont au nombre de 12 fils. Le premier est Nachnu. Le deuxième, c'est Anachnu. Les frères, quand ils se définissent par rapport au père, identité nationale, la patrie en danger, le drapeau, ouais, Nachnu, c'est une petite, c'est un tzibour, quoi. C'est une somme d'individus qui reconnaît certaines valeurs communes. Quand ils disent Shnei Sarachim, quand ils se reconnaissent comme 12 frères, dans quelque chose qui se joue entre eux, c'est Anachnu. Comme ça dit le Shlach. Ouais, c'est une dimension, ils sont en train de créer la vie. Et c'est ça tout le problème, de Yaakov. Yaakov veut réaliser cela, et donc il dit, va donc voir la santé de tes frères, et tu me réponds à cela. Et c'est ça que tu me réponds. Alors, et donc on voit après la grandeur, mais c'est pas maintenant aujourd'hui qu'on va voir la grandeur de Yosef qui est extraordinaire, qui s'expose là-dedans et qui continue la mission en dépit du fait qu'il court au suicide. Et Achai Anochi Mevakesh, on a parlé de ça, n'est-ce pas? Et qu'il avait le droit de revenir en arrière puisqu'il ne les a pas trouvés. À Shrem, ils sont nassoumisés, mais c'est 12, oui, ils ne sont plus, non, ils n'existent plus. Ils sont allés à Dotania, le Vakesh Lecha Nikledato, de chercher des armes pour te tuer. Donc, Yosef est au courant de tout, il sait qu'il risque sa vie, mais il est chargé et il est fidèle et il sacrifie sa vie pour faire passer quelque chose qui, sans lui, n'est qu'un complot, un truc familial, un tzibour, je dirais un tzibour, une collection d'individus dans lequel chacun a, d'une façon ou d'une autre, à trouver sa place, c'est bien gentil, ça ne fait pas de vagues, et à construire quelque chose qu'on ne peut construire que par le fait de dépasser les choses. Pourquoi? Là, c'est un point qui est très important. Quand vous prenez une collection d'individus qui sont réunis autour du même sujet, alors, bon, on met les forces en commun et on arrive à obtenir quelque chose. Quand vous prenez un élément étranger, il ne peut être intégré qu'au nom d'une dimension qu'on est obligé de créer, où lui, qui s'oppose aux autres, trouve sa raison d'être. Hein? Je vais vous donner un exemple de cela. On dit Kol Tanit Sibour, chez une bomipo, chez Israël, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit exactement là-dessus. Quand dans un Tanit Sibour, il n'y a pas un mauvais juif là-dedans, ouais, alors on ne sera pas répondu, on ne sera pas exaucé. Tout d'un coup, le mauvais juif, ça devient un grand sadique. Difficile à croire qu'on est tellement chrétien que la brebis égarée, ça devient le grand sadique. C'est pas tout à fait juif comme truc. Ouais. Une fois d'ailleurs, vous connaissez peut-être cette histoire-là, le Gaon de Vilna, il cherche un minyan et il y avait un sale juif là-dedans. Et le Gaon, il a prié son minyan. Il dit, mais c'est pas marqué que la Chelbona, il fait partie de... qu'il fallait mettre un parfum qui sent mauvais pour... Alors il dit, oui, mais il y avait 11 parfums. Il y avait 11 parfums. Dans la Torah, il y a 11 parfums. On a besoin de toi. Tu ne comptes pas dans le minyan. Oui, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que... qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi est-ce que le juif perdu, lui, il va sauver les autres? C'est pas parce qu'il a des vertus miraculeuses que jusqu'à présent on ignorait. Pas du tout pour ça. C'est que si on n'a pas été exaucé quand tous les tzadikim se mettent ensemble,
Ça veut dire qu'au nom de cette réunion, de ce tsibour qu'on a, de la somme des valeurs individuelles, ben la somme des valeurs individuelles n'est pas suffisante pour. Mais si tu prends un poché Israël là-dedans, si tu arrives à faire quelque chose avec lui, à faire une espèce une fédération qui arrive à nouer, à lier quelque chose qui est d'une nature différente, c'est donc tu crées quelque chose, tu crées un klal, tu crées une dimension, et cette dimension-là, elle peut sauver. C'est pas que le rachat, il est devenu tzaddik, le rachat, il est resté rachat, c'est le même, on n'a pas parlé que tout d'un coup, il découvre la vérité, comme ça, on ne parle pas de ça. On dit que ce qu'on n'arrive pas à obtenir par la collection des frères de Yosef, mais avec Yosef en plus, indépendamment du mérite maintenant de Yosef, c'est quelque chose d'une dimension que, étant donné qu'on ne peut pas les intégrer en étant ce qu'on est, c'est ce qui va nous forcer à le shlom achecha, la santé des frères, ou le shalom. Tout le monde sait ça, le shalom c'est là, que toute chose ait sa place. Hein, c'est ça le shalom. C'est pour ça que c'est à la fin de tout. Pourquoi le shalom il vient dans toute chose, il vient à la fin? Parce que c'est quand toutes les choses sont à leur place que le shalom est possible. Le shalom, c'est pas un état de guerre larvée, ou de paix larvée, ou l'équilibre de la terreur, ou les Russes et les Américains qui s'entendent parce que ça devient dangereux de fabriquer de la bombe atomique, alors ils essaient de se neutraliser en promettant tous leur grand Dieu qu'ils arrêtent de fabriquer, etc., etc. On sait très bien, ils ont tellement peur de leur accord que ils vont encore augmenter la production de bombes atomiques tellement qu'ils ont peur de ces accords-là. Mais enfin, bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas ça le shalom. Le shalom, ça veut dire l'équilibre, la situation d'équilibre où chacun arrive à se réaliser dans un cadre global, n'est-ce pas? Bon, c'est ça le shalom que Yosef doit. C'est ça le cadre qu'il doit avoir. Oui? Voilà. Et je veux rajouter à cela que cette mission, vous savez, lorsque Yosef, il s'est fait reconnaître par son père, comment il s'est fait reconnaître? Oui. Bon, ça c'est... Bon, si le jour où tu vois des chariots, tu arrives à penser à Egla Roufa, je te paye des prunes. Oui. Parce que... Ça aurait été des égalotes, quoi. Des génisses, on comprend, mais des oui. chariots, c'est vraiment génial, quoi. De voir des chariots pour voir des génisses. Hein? Bon, le pshat, il est pas, bon, c'est pas celui-là, le pshat là-bas, mais c'est un pshat difficile, parce qu'il a vu les agalotes, et alors... hein, mais c'est pas comme ça que c'est marqué dans le texte, je crois que c'est marqué... Hein? Oui, que Paro avait envoyé en plus. Que Paro avait envoyé, ouais, ça, enfin, c'est pas ça le pshat, hein. C'est clair que c'est pas ça le pshat, parce que, je veux dire, même avec toute la bonne volonté du monde, quand je vois des agalotes, je commence pas à changer la ponctuation des mots pour voir autre chose là derrière. Ah, oh Dieu, c'est Ephraïm. J'y crois pas tellement. Et puis je trouvais qu'il y avait une façon quand même un peu plus intelligente que d'envoyer des chariots pour se faire reconnaître. Il avait qu'à dire aux frères, vous direz à papa que la chose qu'on a étudiée ensemble, c'est Egla Roufa. Faire un grand cinéma. C'est tellement facile. C'est un code que... Et maintenant peut-être que Yaakov il a peur des codes, je vous dirais, hein, parce que il a vu comment ça s'est passé dans l'histoire de... Hein? Une fois avec Rachel et Léa, il a peut-être peur. Il dit, mais c'est tellement simple. Va donc dire à papa que pour montrer que je suis vivant, s'il aura des doutes, il n'imaginera pas qu'après toutes ces années, je suis encore vivant et tout. Eh bien, tu sais, tu diras, papa, la dernière chose, Yosef nous a dit que la dernière chose que vous avez appris, c'est l'histoire de la Egla Roufa. C'est compliqué cette histoire-là. Ah non, il faut faire des trucs compliqués. Alors en vérité, c'est marqué Vaïdobrou et Lave et d'Ivré Yosef. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait.
Je pense que c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que Yosef s'est fait reconnaître au père parce qu'il lui a dit, pas les vrai Yosef. Seulement nous, le spectateur, nous, le lecteur de la Torah, on voudrait savoir ce dont il s'agit. Il y a un enjeu à savoir de quoi on parle. De quoi ils ont parlé. Parce que tu pourrais dire, il ne faut pas quitter quelqu'un, il ne faut pas lâcher quelqu'un sans que ça soit sur un Dvar Halacha. Mais ils auraient pu lui dire les dînes de Borer. Ouais. Il faut attendre juste Samour la Souda, pas plus qu'une demi-heure surtout. Et quand on a des enfants qui braillent, tu dis à tes trucs, voilà. Hein, on aurait pu imaginer, ce dont on a parlé tout à l'heure, on aurait pu imaginer que c'est un dîner extraordinaire. Pourquoi ils n'étudieraient pas l'Ilchot Shabbat? Toi, étudier l'Ilchot Shabbat ou n'importe quoi, il a la place. Il y a un enjeu intéressant derrière le fait que ce soit Egla ou Fa. Il y a un enjeu intéressant. Et ça, on nous fait savoir, Vayaret à Agalot. Mais pas pour dire que les Agalot sont le truc. C'est pas ça. C'est pour dire que nous, quand on lit la Torah, qu'on aille chercher là-dessus. Et nous, comment est-ce qu'on cherche? Mais nous, parce qu'en vérité, nous, on sait, ça nous renvoie à quelque chose du début. C'est marqué, il a raccompagné de Emek Revron, il a raccompagné, c'est un langage de Levaya. Il a raccompagné, son père a raccompagné longuement Yosef, quand il a envoyé Yosef chez les frères. Et Yosef lui a dit, mais retourne donc, qu'est-ce que tu vas te... Alors il lui a appris cette halakha. Il y a une halakha d'accompagner. Que il faut, quand quelqu'un, il était chez toi et qu'il part, il faut l'accompagner. C'est ça, et alors il lui dit, si on ne l'accompagne pas, il y a une halakha comme ça de Egla Roufa. Cette responsabilité qu'on porte, si on a lâché quelqu'un, oui. Et cette mitzvah est très intéressante. C'est quoi cette mitzvah? Bon, il y a le pshat de l'histoire, mais... C'est ce qu'il a fait Yaakov. Comment? C'est ce qu'il a fait Yaakov. C'est ce qu'Yaakov a fait. C'est ça ce qu'il lui a... Ben, c'est parce que... Il a lâché... Moi, je le comprends comme ça. Que quoi? Il a lâché son fils dans la gueule des lions. Ça s'appelle ne pas accompagner. Ça veut dire, est-ce qu'il était suffisamment costaud pour l'envoyer à ce moment-là? Tu me lâches comme ça. Voilà, ça c'est le problème de la responsabilité. De tout ça, c'est le problème de l'Olam Aliéchané. Tu m'apprends la Levaya. Tu m'apprends et en même temps, je suis un petit nard, mignon, 18 ans, je veux faire ma place partout. Et tu m'envoies. Bon, et c'est ça le problème de Yosef qui donne sa vie et que Yaakov il lui demande de donner sa vie. Tu sais pourquoi il était inconsolable, Yaakov? J'ai dit ce matin un demi-mot. Pourquoi il était inconsolable? Quoi? Parce que lui, non, il ne sait pas que s'il est inconsolable, c'est la preuve que Yosef est vivant. Pourquoi il croyait qu'il était mort? Mais il sait très bien que... Enfin, il connaît la Gemara comme nous. Mais quoi? Parce que lui-même est responsable de cette chose-là. C'est lui-même qui a joué la peau de Yosef, avec l'accord de Yosef, de créer la paix entre les frères. Et c'est que à ce moment-là que Yosef, il peut lui rendre, il peut lui parler de sa mission. C'est qu'à ce moment-là que Yosef, il se fait reconnaître. Autrement, il n'y a aucun intérêt que Yosef le fasse tellement souffrir pendant toutes ces années de tout ce qu'il y a, parce que c'est le moment, c'est le problème qu'il a besoin de. Mais Yaakov, qu'il faut insister, c'est que Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a fait Ketonet Passim? Pourquoi il a fait? Parce que c'était ça le sens de ce qu'il voulait faire. C'était ça le sens de sa vie, de Yaakov. De passer d'un père qui ne serait père que d'une petite famille à faire naître le clan Israël. Et pour faire naître le clan Israël, on n'a pas le droit de bâillonner Yosef. Et si Yosef c'est un Meler, alors il a besoin d'avoir un habit de Meler. Et si Yosef il a besoin d'une Ketonet Passim, Yosef tu lui mets une Ketonet Passim. C'est-à-dire c'est suicidaire. C'est vrai que c'est suicidaire. Mais c'est ça tout le problème de Yosef, c'est ça tout le problème de Yaakov et Yosef. C'est ça tout le deal qu'ils ont entre eux. C'est que Yaakov ne peut pas accepter. C'est pas que Yaakov il est aveugle. Il n'y a personne qui est aveugle dans ces histoires-là. Il faut arrêter avec les aveugles. Ça c'est pour. Je vous ai déjà dit, les grandes histoires de la Torah, c'est nulle part qu'on est aveugle. Il n'y a personne qui est aveugle.
Et quand Yosef il reconnaît ses frères et que ses frères ne le reconnaissent pas, arrêtons de croire que c'est que le pshat, c'est le mot ultime, le mot de la fin, qui ne se reconnaissent pas. C'est pas vrai. Enfin, c'est une façon de nous dire ce qui se joue là-dedans. Comme dit le Midrash, quand Yosef est tombé dans leurs mains, eux, ils n'ont pas reconnu le frère. Et il les suppliait, ils n'ont pas reconnu le frère. Quand eux, ils étaient dans sa main à lui, lui, il les a reconnus. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est que Yosef, c'est un sadique exceptionnel, mais beaucoup plus que tout ce qu'on croit. Exceptionnel, qui risque sa vie et qui reconnaît ses frères et qui a une place pour ses frères en lui, etc. Alors que les frères, ils mettent très très longtemps pour arriver. Il y a quelque chose qui sera difficile jusqu'au bout. Les frères ont une difficulté énorme à admettre la supériorité de Yosef et ça veut dire à se hisser au niveau du klal. Les frères ont... Mais Yaakov, il n'a pas le choix. Yaakov, il n'a pas le choix. Yaakov, il n'a pas le choix parce que s'il est en train, s'il arrive s'il met Yosef de côté, il n'y a pas de problème. Si on fait taire le silence dans les rangs, alors il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de problème. Si Yosef il se tait, si Yosef il est absent, si Yosef il disparaît, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Aucun problème. Le problème, c'est que Yosef, il vient en tant que tel, c'est un Meller. Et c'est pour ça qu'il a tellement un soin de sa personne et tout ça, parce qu'il est un Meller jusqu'au bout des ongles. Il est comme ça. Il est grand, il est beau, il est vrai. Il a de quoi apporter, il a de quoi enrichir. C'est ça, Yosef. Si tu lui enlèves une chose pareille, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Le problème, c'est pas soyez tranquille, soyez gentil. Écoutez, dérangez pas. Papa, il est en train de dormir, alors faites pas de bruit. Hein, jouez tout seul, tout tranquillement. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça, Yaakov. C'est ça, Yaakov, c'est ça. Le klal Israël ne pourra avoir atteint sa dimension de klal que lorsque les frères sont capables d'accepter Yosef. Oui. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ce que j'ai souligné une fois dans un Shabbat matin, que dit, il y a d'une part Yosef, Hurad Mitzrayma, Vayered Yehuda Me'etechav, qu'il y a deux échecs dans cette incompréhension, dans ce rejet. Oui. Il y a le problème de Yosef qui n'arrive pas comme individu à prendre conscience d'une dimension du monde autour de lui. Il est trop grand et juge tout à son aune à lui, à sa dimension à lui, à son regard à lui. Il est incapable d'entendre qu'il y a il n'est pas pédagogue, quoi. Il est trop grand, il n'arrive pas à se mettre là-dedans. Et plus gravement que cela, c'est que l'individu a une nature d'amener les choses à lui. De Bishvili Nivra Olam. Et les frères, c'est l'échec de Yuda, mais et Echav. Vayered Yosef, Yuda, mais et Echav, d'être avec les frères. L'échec de Yuda, c'est mais et Echav, c'est pas Yuda il est descendu, hein, mais et Echav de sa fonction, qui est de... Alors, j'ai deux petits points. Il y a le point de la Igla Roufa, et il y a le point, si vous me rappelez, de Mitzrayma. Hein, bon. Alors, l'Igla Roufa, pourquoi on a besoin de savoir de quoi il s'agit? Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi le texte, quelque part, veut nous enseigner, fait un remez à Igla Roufa. Et c'est ce que Yosef a fait, de dire aux frères, vous direz les paroles de Yosef, le père, il sait qu'il est vivant. Oui, mais c'est pas en voyant des chariots que tu vois des génisses. On nous la fait pas, quoi. Même s'il est très intelligent, c'est pas ça ce qu'il voit. Il a envoyé par où d'ailleurs. Bon. Alors, mais pourquoi Igla Roufa? Parce que Igla Roufa, c'est la responsabilité qu'on a que une personne, il faut lui montrer l'importance qu'elle a. On peut soigner une personne. Il y a une fois, on raconte l'histoire que quelqu'un avait très bien accueilli des invités, et puis sa maison elle a brûlé. Vous voyez? Oui, Achila Ishtia il a fait. Il n'a pas fait Echel, il n'a pas fait Achila Ishtia et Vaya. Vous voyez? Achila Ishtia il a fait, il restait Esh. Bon, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
si tu fais Achila et Shtia, ça peut être quelque chose qui te met en valeur. On reçoit bien les invités, on leur met plein la vue. C'est quelque chose qui nous met en valeur, ça veut dire qu'on existe, on est des gens généreux, on travaille pour notre propre pub, ouais, on a une réputation à soutenir, ici on mange bien, ici. Bon, le Vaya c'est autre chose, c'est quelque chose que tu fais pour l'autre. Tu montres que l'autre, ça te fait quelque chose qui te quitte. C'est tu prends de toi, tu prends de ton temps, c'est pour ça que c'est sur Arba Amot. Arba Amot, c'est la dimension d'homme. Sors de ta dimension à toi pour accorder, pour voir que l'autre il existe. Ça, c'est l'enseignement que Yaakov est en train de donner à Yosef. Comment tu arriveras avec tes frères? Elle lui apprend la mitzvah de Levaya, pas seulement à cause des circonstances, parce que si c'est à cause des circonstances, peu nous importe de savoir de quelle mitzvah il parlait, qu'il parle du din de Borer, ou qu'il parle de Kisui Adam, ou de je ne sais pas quelle mitzvah, peu importe quelle est la mitzvah par laquelle il se fait reconnaître, ça nous intéresse pas, on lit pas le journal, on s'intéresse pas à la Torah pour les anecdotes. Mais si on se donne, les Chachamim se donnent la peine de déchiffrer dans la Torah quelle est la mitzvah qui est enseignée, c'est qu'il y a un enseignement dans la mitzvah qui est en train d'être vue par Yaakov, il y a un enseignement dans la situation qui ont vu, toi Yosef, tu ramènes les choses à toi, sors de toi. Comment tu arriveras à faire le shalom avec les frères? Sors de tes Arba Amot. Montre à la personne que ça compte, que ça te fait quelque chose qu'une personne te quitte, ça veut dire que tu sors chez toi, tu te donnes de la peine, et tu raccroches. Le Maharal, il dit que c'est quelque chose qui peut sauver une personne parce qu'elle est rattachée au klal. Elle est quelque part rattachée, elle fait encore partie, elle n'est pas un individu, ça y est, il est livré au fait de n'être un individu, et puis cette mitzvah, alors sans aller aussi loin que cela, mais c'est ça le contenu de cette mitzvah, c'est de sortir de soi. C'est ça la responsabilité. Ça y est, je l'ai laissé partir. Je m'en fous finalement, qu'il lui arrive ce qui lui arrive. Ça, il est bien, il a mangé, il a fait son devoir. Shalom à Israël. Ça c'est la mise. Et c'est pour ça que, c'est pour cela que Yosef lui répond avec cela, il lui rappelle cette mitzvah, pourquoi la Torah est donnée, parce qu'il dit c'est ça ce qui lui rapporte la mitzvah. Il dit voilà, c'est ça ce que j'ai fait avec tes enfants. Maintenant, juste sur ce point-là du Zohar, je pense que le Zohar, en vérité, il dit quelque chose d'assez simple. J'ai dit que le Zohar, il profitait un petit peu, c'est un peu un abus de situation, un abus qu'ils sont descendus en Égypte, ça c'est encore la Gemara. Dans l'autre dire, ils voulaient le tuer, et bien lui il est allé en exil, son père est allé en exil, ses frères sont allés en exil, la Shrina est allée en exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on est en train ici de mettre le doigt sur l'enjeu qu'il y a dans cette rivalité entre frères. Yosef, qui est préféré aux frères, il va en galoute. Pourquoi? Parce que on ne peut pas trouver sa voie à travers le fait d'être mis individuellement en relief. Les choses sont faussées. Si on montre une préférence, ça fausse par rapport à celui qui est l'objet de la préférence. On lui donne une fausse idée de lui-même. On lui donne comme ça une idée, comme si on est en train de le mettre sur un piédestal. On manque à son devoir de lui apprendre qu'il doit s'inscrire dans quelque chose. Ça, c'est Yosef qui est l'objet de cela. Les frères sont remis en question parce que quelque part, ce qu'on donne à l'un, on est en train de leur enlever à eux. On est comme de les déconsidérer dans le repère dans le monde. On leur a enlevé quelque chose. Ça les remet en question, ils sont obligés de reprendre à zéro. Yaakov est remis en question. Parce que quelque part, il faut bien savoir, quand il y a des gosses qui se disputent, et que les parents ils vont faire le gendarme, essayer de calmer les choses en disant « écoute, toi, tais-toi », etc. Ils donnent raison d'une façon un peu arbitraire aux enfants. Qu'est-ce qui se passe? Alors les enfants, ils s'en voudront entre eux, n'est-ce pas? Et disent « oui, c'est ta faute, c'est à cause de toi que maman m'a dit ça, c'est à cause de toi que papa il m'a fait ça, qui m'a puni, etc. » Mais en vérité, c'est l'image du père ou de la mère qui est en question. Parce que cette injustice, quand c'est ressenti comme une injustice, c'est quelque chose qui touche même l'image des parents qui choisissent un enfant ou dont
on a l'impression qu'ils choisissent un enfant, c'est quelque chose qui en vérité touche même la place des parents. Seulement, c'est quelque chose de plus subtil, on n'osera pas l'affirmer. On dira, c'est ta faute, c'est à cause de toi, etc., etc. Mais en vérité, c'est la justice dans le monde qui est en question. Et c'est même la Shrina qui est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina, elle est en exil? Ça veut dire que la Shrina est en exil, ça veut dire que même notre vision du monde, Pachout, elle est remise en question. Même Hachem est remis en question. Un homme qui est l'objet d'une injustice, il ne peut pas avoir une vision saine et équilibrée d'Akadosh Baruch Hu. Il est dans un monde injuste. Quand on est dans un monde injuste et qu'on est l'objet d'une injustice, même Hachem, il en prend un coup. Parce que c'est le monde qu'Hachem, il a créé. Hachem, il a créé un monde injuste. Hachem aussi, il a besoin de refaire ses gammes. Ça veut dire que tout le monde est obligé, tout le monde descend en Égypte là-dedans. Et Yosef, parce qu'il a été injustement mis en valeur quand il n'avait pas la maturité de cela. Et les frères, parce qu'ils ont été victimes de quelque chose qui les a dénigrés à leurs propres yeux. Et Yaakov, parce qu'il a pris un coup dans son injustice. Et Akadosh Baruch Hu, parce que même l'image du monde qu'ils ont. Voilà. Donc, c'est ça ce que je veux montrer, la complexité, si vous voulez, la complexité qu'il y a dans le fait que Yaakov juge nécessaire de créer un clan Israël au détriment de la vie de Yosef. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Que Yosef ne peut répondre présent que quand il s'est réconcilié avec les frères. Et comment est-ce que c'est? Mais vous voyez, c'est extraordinaire. Yosef, c'est un personnage tellement fabuleux. Chaque fois qu'il voit il pleure à 3 fois, là, Yosef, dans ses révélations avec les frères. La dernière fois, quand il n'y tient plus, c'est quand? C'est quand Yuda il dit, mais je suis garant de mon frère. Prends-moi comme esclave. Allez, maintenant, ça y est, c'est fini. On peut se révéler. Et je peux me révéler parce que, regarde, Binyamin a été préféré par Yosef. C'est le frère, de toute façon, de Yosef, le fils de Rachel. Et Yuda, il sort de sa bouche, et mon père, sa vie, elle dépend de cet enfant-là. Et tout l'amour qu'il a de sa femme, c'est sur cet enfant, et tout ce qu'il avait pour Yosef, c'est pour cet enfant. Je te supplie, prends-moi comme esclave, sinon je détruis la maison. Je détruis l'Égypte. À ce moment-là, ça y est, c'est fini. Yosef, il se révèle. Pourquoi il se révèle? Parce qu'il n'en peut plus. Oui, sûrement. Mais dire, chaque fois, il arrivait à pleurer à l'extérieur. Chaque fois qu'il voyait qu'il y avait des progrès dans le chemin de la guérison, vous verrez, c'était quand ils ont dit, on n'a pas eu pitié de lui quand il nous a supplié. Hein, c'était la première fois qu'il a pleuré. Et la deuxième fois, c'était quand il a vu Binyamin. Binyamin, il a vu qu'est-ce que c'est Binyamin, avec tout. Il avait tous ses enfants étaient du nom de Yosef. Voilà, ça c'est aussi, c'est Arva, ça c'est pas tout à fait dans le même sens. Mais cette histoire-là, elle est flagrante, que c'est au moment où il voit, où Yuda a tellement compris le message de ce qui s'est passé dans... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Arev, la Harvout Kol Israël Arevim Zelazé. Donc il est arrivé à lui qui représente le clan, à être au niveau du clan, d'être responsable de quelqu'un, c'est-à-dire, laisse-le, on a besoin de lui. Je donne ma vie, mais on a besoin de lui. C'est facile avec le petit. Hein? Avec le petit, c'est facile. Avec Yosef, c'est moins facile. Yosef était petit. Oui, non, il n'y avait pas la même différence Mais d'âge non, mais c'est pas... de Binyamin à Yosef. C'est pas vrai. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Il sort de sa bouche. Il sort de sa bouche que l'amour, qu'il a remporté l'amour de Yosef. Des choses qui lui faisaient mal, qui lui ont fait tellement souffrir. Il a tellement souffert, ce pauvre Yuda, de constater que le père, il le préférait. Il a constaté. Et ça, il vient de dire, écoute, il faut le truc, il faut le ménager celui-là, il y a trop d'amour là-dessus. Quoi? Ça veut dire que Rachel est préférée, que Yosef est préféré, que Binyamin est préféré. Et tu as vu que Binyamin est préféré, et tu as vu que Yosef il a de nouveau préféré. Yosef il recommence un crime comme ça, de lui donner des avantages.
eh ben, ça compte plus. Juda, il a mûri, il est passé à ce qu'il devait faire. Et maintenant, il est mûr pour un clan. C'est ça le shlom. C'est ça que maintenant, on peut lui répondre. Le shlom achira, c'est la réponse de la question. La mission, elle a réussi à ce moment-là. La mission, elle a réussi puisqu'on est arrivé à accepter le corps étranger, et tellement à l'accepter comme un des nôtres qu'on peut se sacrifier pour lui. Donc c'est ça c'est la réponse. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de tellement dramatique dans cette mission de Yosef. Voilà. Ah, Mitzrayma, oui, c'est en vérité, oui, c'est encore... C'est ça, Mitzrayma, je voulais dire ça à propos de ça, mais je pense parce que c'est les gammes du clan Israël. Bon, mais bon, je vais pas faire un deuxième. Ouais, peut-être un autre cours, je sais pas. Non, on n'a pas fini encore de Yosef ici.